Salut les amis, coucou les petits loups. Allez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un petit test qui vous permettra de savoir si vous avez besoin ou pas d'un matériel. Dans cette vidéo, je vais évoquer de quoi avons-nous besoin. Je sais que j'ai évoqué avec le même titre dans une autre vidéo un thème légèrement différent. Dernièrement, j'ai lu sur un site un article qui parlait des avantages d'avoir un plein format de 45 mégapixels. Sauf qu'à aucun moment dans l'article, il ne parlait de faire des tirages mouse costauds ou de faire des recadrages sévères. Je me suis posé la question, dans ce cas, pourquoi avancer des arguments comme quoi le 45 mégapixels était décisif pour faire des photos de paysage. Comme toujours, on nous parle des avantages d'avoir 45 mégapixels, mais par contre, on ne nous parle pas des désavantages, à savoir que un 45 mégapixels, c'est 60 mégaoctets le fichier photo. Que la 8K, par exemple, c'est 1 minute égale 600 mégaoctets et 350 mégaoctets pour de la 4K. Bien sûr, on peut faire plein de choses avec un 45 mégapixels, mais on peut en faire tout autant avec un APS-C comme le Z52 par exemple, qui est un appareil redoutable parce qu'il est léger, maniable, qu'il a un autofocus digne des Z8 et Z9, boîtier pro, et que lorsqu'on lui adjoint un objectif de 24-36, là c'est le jackpot. On multiplie la focale de l'objectif par 1,5, ce qui fait qu'un 200 mm deviendra un 300 mm avec la même ouverture. Donc, avoir des fichiers de 60 mégaoctets sur son disque dur, donc 3 fois plus qu'avec un 24 mégapixels par exemple, quel est l'intérêt si vous ne faites pas des méga mouse costauds, tirage de 1,50 m, voire plus? Ça sert à rien, puisque à un moment donné, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai le Z52, le Z6 III et le Z8. Et je vous avais dit que le Z8, les fichiers tirés à 100% faisaient 1,60 m, que pour le 24 mégapixels, il faisait 1,23 m, et que pour le Z52, qui est un APS-C de 20,7 mégapixels, les fichiers faisaient 1,10 m. Donc calculez bien le rapport que ça peut avoir par rapport au rapport prix des boîtiers. À chaque fois on double le prix. Par exemple, le boîtier de base qui est le Z52 est 2 fois moins cher que le Z6 III, qui est 2 fois moins cher qu'un Z8. Tout ça pour quoi faire? Nikon a sorti le Z8 Z9 pour les pros, avec des specs de ouf, mais sans interdire aux amateurs qui le souhaitaient de les acheter, bien évidemment. Pourquoi dans ce cas, un amateur aurait-il besoin de s'acheter un Z8, par exemple? Eh bien, pour faire des photos, le boîtier en complète automatique, parce que l'amateur peut avoir une activité très particulière, par exemple, comme vouloir faire des photos d'animaux farouches en programmant de façon complètement automatique la prise de vue des 10 animaux. Mais là, nous sommes dans une approche très particulière et spécifique, quasi professionnelle. Mais dans notre cas, nous parlons d'amateurs lambda qui représentent 85 à 95% de la population des photographes. Une fois une photographe pro, lors d'un championnat de rock acrobatique, râlait en voyant mon matériel qui était largement au-dessus du sien dans la gamme Nikon, en disant « Ouais, ces amateurs, ils ont du matériel. » Bon, alors déjà, elle ne savait pas depuis combien de temps je faisais de la photo, donc, et que de temps en temps, j'étais entre guillemets en freelance pour faire des petits jobs. Mais ce qu'elle ne savait pas, et ce qu'elle n'avait pas calculé, c'est que elle, avec son matériel, elle gagnait de l'argent, et moi, avec le mien, j'en dépensais. Et il n'est pas dit qu'elle faisait de moins bonnes photos que moi. Ça, je ne saurais dire. Le vrai problème, ce sont les amateurs qui lorgnent le matos des pros en se disant « Waouh, ils ont un sacré matos, hein. Si j'avais le même, je ferais de super photos. » Faux. Un jour, un modèle me dit « Ouais, mais c'est normal que tu fasses de belles photos.
t'as un sacré matériel. J'ai dit, mais si tu veux, je peux te faire des photos avec mon smartphone. Donc elle me dit, attends. Elle m'a donné son téléphone, un iPhone, j'ai fait la photo et elle me dit, ah ouais d'accord. Comme quoi, même avec un smartphone, on peut faire de belles photos. Mieux que ça, je connaissais un photographe professionnel, Mario, qui faisait des photos avec son smartphone pour faire croire que c'était des photos d'amateurs. Comme ça, il les vendait un peu plus cher. Filou. Cela dit, si vous ne faites rien de spécial avec votre matériel, pourquoi acheter un matériel qui coûte 2 fois plus cher que le boîtier de base? Par exemple, le Z50 par rapport au Z8, qui lui coûte 4 fois plus cher. Réfléchissons 2 minutes sur le sujet. Achèteriez-vous une Ferrari Testarossa pour rouler à 130 km/h sur l'autoroute? Vous faites de la vidéo? Si oui, le Z6 III est le doué de la classe. Il a plein de possibilités. Il fait du NRAW, il fait du 422 12 bits, 10 bits, il fait du H265, du H264 en 8 bits. Enfin bon bref, il a plus de réglages qu'il ne vous en faut. Même le Z52 tourne en 4K. Alors, à part vouloir faire avec le même plan des transitions en passant d'un plan large à un plan serré, pourquoi auriez-vous besoin de la 8K? En plus, le Z52, encore lui, est léger, maniable. On peut lui adjoindre toute la panoplie des objectifs Z de la gamme Nikon. Et si on lui adjoint un objectif de plein format, là c'est le jackpot. Je vous l'ai déjà dit, mais avec le recul, si le Z5 II, le Z52, le Z6 III et le Z8 étaient sortis en même temps, je pense avec le recul que je n'aurais pas acheté le Z8 parce que ce boîtier là est très très bien. Voilà. Il n'est pas très très lourd. Là c'est un 24-200, donc c'est un peu imposant, mais bon, voilà. Il est très compliqué à régler. Et je vous rappelle, comme tous les Nikon sont équipés de l'X-Speed 7 et ont un autofocus de course, comme le Z8 et Z9, et que le Z8 est passablement complexe à régler, réfléchissez, achèteriez-vous une Porsche Carrera pour rouler à 130? Pas forcément. Méditons sur cette question. Ne vaut-il pas mieux être équipé d'un boîtier que l'on maîtrise parfaitement en mettant son argent dans les optiques plutôt que d'acheter un boîtier 4 fois plus cher comme le Z8 par rapport au Z52 et n'avoir qu'un seul objectif? Compte tenu que les réglages sont pléthoriques sur le Z8, on n'aura pas forcément de meilleurs fichiers que sur le Z50. Qui a un autofocus de course, je vous le rappelle, et est équipé de l'X-Speed 7 lui aussi. Donc il a les mêmes réglages que tous les boîtiers Nikon, à savoir l'adobe rouge vert bleu, le daylighting, le bruit ISO, etc. etc. Et a un RAW identique comme toute la gamme Nikon équipée de l'X-Speed 7. J'allais oublier de vous faire le petit test. Alors, le test, c'est si à la question que feriez-vous si vous aviez le 32 millième à votre disposition? Si votre réponse est attends, laisse-moi 2 minutes, je dois réfléchir, c'est que vous n'en avez pas besoin. A contrario, à la question est-ce que tu aurais besoin d'un autofocus aussi rapide que ceux des Z8 et Z9? Si vous répondez absolument, j'en ai absolument besoin, vous avez besoin effectivement d'un autofocus véloce. Est-ce que le daylighting, vous l'utilisez ou pas? Voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser quand on achète du matériel, plutôt que de courir derrière les specs qui ne vous seront pas trop utiles. Le 32 millième, déjà, quand vous avez le 8 millième ou le 4 millième, c'est déjà très fort de l'utiliser régulièrement. Je parle bien de régulièrement. C'est pas le fait de l'utiliser une fois tous les 5 ans. Hein. Si c'est une fois tous les 5 ans, vous n'avez pas à investir un pognon fou pour acheter un boîtier. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Maintenant, c'est à vous de réfléchir à la question et likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos et puis à très vite dans une prochaine vidéo.